Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... C'est une blague chez nous, je ne sais pas. À l'hôpital, putain, fais-toi foutre. L'Ukraine frappe la Russie là où ça fait le plus mal. Alors que le monde regarde les chars avancer et les missiles voler, l'Ukraine a discrètement lancé l'une des campagnes de guerre économique les plus dévastatrices de l'histoire moderne. Il frappe la bouée de sauvetage de la Russie, leur pétrole. Depuis plus de 3 ans et demi, cette guerre fait rage sans qu'on voie la fin. Aucun des deux camps ne recule. Aucun cessez-le-feu ne fonctionne, et la Russie poursuit la conquête de l'Ukraine. Mais l'Ukraine joue un jeu totalement différent. Ils ont découvert quelque chose de crucial. La Russie n'est pas seulement une puissance militaire, c'est un empire pétrolier. Deuxième exportateur mondial de pétrole, l'économie russe en dépend totalement. Et l'Ukraine a décidé de fermer le robinet. Kiev a frappé des installations pétrolières en plein cœur de la Russie, ailleurs. Des dizaines de pompiers ont été mobilisés pour éteindre un incendie que la Russie attribue à une attaque de drones ukrainiens sur un dépôt de pétrole. Août est désormais surnommé l'août noir en Russie. En un mois, les forces ukrainiennes ont ciblé 11 raffineries et 6 stations pétrolières en Russie. Mais il ne s'agissait pas d'une destruction aléatoire, c'était une précision chirurgicale visant à paralyser la colonne vertébrale économique de la Russie. Les chiffres sont frappants. Ces attaques ont affecté 17% de la capacité de raffinage russe. Nous parlons de 11 millions de barils par jour qui ont disparu. Pour illustrer, c'est assez de pétrole pour alimenter des pays entiers. Ça va être controversé, et peu importe si YouTube ne le met pas en avant, je dirai la vérité. L'algorithme supprime les sujets controversés, sauf si vous les promouvez en cliquant sur j'aime. Merci. La capacité de raffinage de pétrole hors ligne en Russie a atteint un record de 64 millions de tonnes. C'est 65% de plus que leur budget initial pour la maintenance. Mais l'Ukraine avait d'autres plans. Elle a décidé de frapper les installations pétrolières de la Russie. Près de la moitié des dégâts sont dus aux frappes de drones. C'était aussi le pire mois depuis le début de la guerre. Cela a même dépassé les perturbations du Covid-19 de mai 2020. La Russie a dû revoir ses plans d'exportation de pétrole et a augmenté de 20 000 barils par jour ses exportations de brut via les ports occidentaux pour compenser. La plus grande attaque de l'Ukraine a visé la raffinerie de pétrole de Ryazan, la plus grande de Russie. Le 2 août, des drones ukrainiens ont attaqué cette grande installation de Rosneft. Les dégâts étaient si importants que la moitié de sa capacité de raffinage a été immédiatement arrêtée. Ce n'est pas une raffinerie comme les autres. Ryazan traite plus de 260 000 barils par jour, cela représente 5% de toute la capacité de raffinage de la Russie. Et l'Ukraine n'en avait pas fini. Ils l'ont frappé à nouveau le 5 septembre sans pitié. Mais Ryazan, c'était juste une bande-annonce. L'Ukraine a aussi ciblé la raffinerie Saratov de Rosneft, la contraignant à arrêter ses activités. Avec 140 000 barils par jour, cette installation traite 6 millions de tonnes de pétrole par an. La raffinerie Syzeron à Samada, avec 85 millions de tonnes par an, a été si gravement touchée qu'elle a arrêté toute production et réception de brut. En Krasnodar, l'Ukraine a frappé 3 sites, dont la principale raffinerie, produisant 3 millions de tonnes de produits pétroliers légers par an, qui a été incendiée. Les raffineries Slevayansky et Afipsky ont aussi été touchées, montrant un ciblage systématique dans la région. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée aux raffineries. Ses prochaines cibles ont frappé la Russie encore plus durement. Ils ont ciblé le terminal d'exportation d'Ust-Luga sur la mer Baltique, le forçant à fonctionner à seulement la moitié de sa capacité, soit environ 350 000 barils par jour, au lieu de sa production habituelle. Plus spectaculaire encore, ils ont frappé le système d'oléoduc Druzhba, touchant la station de pompage du Necha. Cette frappe a perturbé l'approvisionnement pétrolier de la Hongrie et de la Slovaquie, montrant que la stratégie ukrainienne touche aussi les clients de la Russie. La raffinerie de Novochakhtinsk a brûlé 3 jours après des frappes de drones ukrainiens. Seule raffinerie de l'oblast de Rostov, elle traite 5 millions de tonnes métriques par an. Sa destruction a choqué le secteur énergétique du sud de la Russie. La raffinerie de Volgorod, gérée par Lukoil, a été stoppée suite à des attaques de drones. La raffinerie de Novokoïbouchevsk a arrêté tout traitement primaire du pétrole. Même le dépôt pétrolier de Sotchi a été touché, 2 réservoirs ayant pris feu après des frappes ukrainiennes. Nous assistons à une guerre économique sous sa forme la plus sophistiquée, pas seulement à une action militaire. L'Ukraine a compris que la machine de guerre russe dépend du pétrole et s'attaque méthodiquement à cette source de revenus. Chaque raffinerie, pipeline endommagé
ou dépôts de pétrole en feu. C'est des millions de revenus perdus que la Russie ne peut utiliser pour financer sa guerre. C'est une stratégie qui vise non seulement la capacité de la Russie à se battre, mais aussi sa capacité à payer pour cette guerre. Après près de 1200 jours de guerre, l'Ukraine est passée de défendre son territoire à attaquer la base économique russe. Que signifient ces attaques contre les raffineries pour les Russes sur le terrain? C'est là que la stratégie ukrainienne se révèle vraiment. Dès la mise hors service de ces raffineries, les Russes ordinaires l'ont immédiatement ressenti. On évoque des pénuries de carburant et des rationnements généralisés, surtout en Extrême-Orient, sud de la Russie et Crimée annexée. On voit sur les réseaux sociaux des vidéos de files de voitures s'étendant sur des kilomètres aux stations-service. Cela arrive partout en Russie. Ce n'était pas de simples désagréments. Les pénuries ne touchaient pas partout de la même manière, à cause du fonctionnement de la logistique en Russie. La perte de grandes raffineries oblige à acheminer le carburant par train depuis d'autres régions, mais leur réseau ferroviaire ne supportait pas cette surcharge. Cela a entraîné des situations où certaines régions étaient bien approvisionnées en carburant et d'autres à sec, avec des conséquences dévastatrices. Les prix du carburant sont devenus complètement fous. Le prix de gros de l'essence premium a atteint un record, bondissant de 50% depuis le début de la guerre. Nous évoquons les stations-service de la région de Primoja, où l'on payait environ 78 roubles le litre. Cela équivaut à 358 $ le gallon, ce qui pesait sur le portefeuille des gens. Certaines personnes ont vu dans cette crise une opportunité et ont commencé à en profiter. Des entrepreneurs vendaient de l'essence en ligne à 220 roubles. Le litre soit plus de 10 $ le gallon. La vente de carburant au marché noir a commencé à apparaître partout, ce qui montre à quel point la situation est devenue désespérée. Le Kremlin est désormais très inquiet car il sait que la hausse des prix du carburant et les pénuries risquent de provoquer des troubles sociaux. Le secteur de l'énergie est ainsi un enjeu économique et politique. L'Ukraine savait ce qu'elle faisait. Il voulait s'assurer que les Russes ordinaires ressentent les conséquences de cette guerre dans leur vie quotidienne. En Crimée, plusieurs stations-service ont subi de graves pénuries, certaines restant sans carburant plusieurs jours. En Extrême-Orient russe, la crise a forcé le district de Kourdovskaï à arrêter toute vente d'essence au public. Ils ont instauré des cartes de rationnement pour contrôler l'accès au carburant. Oui, la situation est devenue aussi grave. Mais les préparatifs de l'Ukraine suggèrent qu'elle a des plans bien plus ambitieux. Voici ce qui est vraiment impressionnant concernant la capacité de l'Ukraine. Leur production de drones a explosé. On parle de passer de 20 000 drones par mois en 2024 à 200 000 par mois en 2025. L'augmentation est impressionnante, multipliée par 10. Désormais, environ 500 fabricants de drones opèrent dans le pays. Cette montée en puissance massive est ce qui a rendu possible toutes ces frappes soutenues et coordonnées pendant ce qu'ils appellent l'Août noir. L'attaque directe de l'Ukraine a été meurtrière, mais leur guerre psychologique a été la plus mortelle. Il y a une autre dimension fascinante à cette campagne, la guerre psychologique. Les ouvriers des raffineries de pétrole russes ont commencé à refuser de se présenter au travail, parce qu'ils avaient peur d'être frappés par des drones ukrainiens. L'Ukraine ne détruisait pas seulement des installations, elle effrayait aussi le personnel des sites d'infrastructures critiques. La peur a aggravé les problèmes de production, car même les raffineries non touchées ne pouvaient pas fonctionner à pleine capacité à cause du manque de personnel. Cette campagne de drones en août a causé la pire crise énergétique interne en Russie depuis le début du conflit. Les prix de l'essence pour le carburant, à l'indice d'octane le plus élevé à la bourse internationale des matières premières de Saint-Pétersbourg, ont grimpé à des niveaux 50% plus élevés qu'en janvier 2025. La distribution des pénuries reflétait le ciblage stratégique de l'Ukraine, surtout le long de l'arc Ryazan-Volgorod selon les experts. L'Ukraine semblait gagner, du moins selon l'opinion générale, car la Russie préparait déjà ses plans. Le 28 juillet 2025, la Russie a interdit toutes les exportations d'essence pour réserver ce carburant à son marché intérieur. C'est logique de garder l'essence pour son peuple, mais cela n'a pas fonctionné. Les prix ont continué à grimper malgré tout, montrant à quel point l'Ukraine avait gravement endommagé leur capacité de raffinage. Le gouvernement est devenu très agressif envers les compagnies pétrolières, les incitant à limiter la hausse des prix. Ils ont même commencé discrètement à puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole, le stock d'urgence qu'ils gardent pour les catastrophes. Les responsables refusaient de l'admettre publiquement, craignant de paraître faibles. Cela devient embarrassant pour la Russie. Moscou a dû discrètement organiser des importations d'essence depuis la Biélorussie, inversant complètement leurs flux commerciaux traditionnels. La Russie, parmi les plus grands producteurs de pétrole, a dû importer de l'essence car ses raffineries étaient à l'arrêt. Ils ont aussi essayé de mettre en place un contrôle des prix à la vente, mais cela s'est révélé totalement inutile face aux forces du marché. Quand l'offre est insuffisante, contrôler les prix aggrave les pénuries.
et favorise les marchés noirs. L'interdiction d'exportation, prévue jusqu'au 31 août, a été prolongée en septembre, en raison des pénuries persistantes. Cela a montré à tout le monde que leur solution rapide ne fonctionnait pas du tout. Le ministre de l'Énergie, Nikolai Shurganov, a affiché sa confiance en assurant que toutes les raffineries endommagées fonctionneraient à nouveau début juin 2025. Cela s'est avéré complètement faux. Les sanctions occidentales avaient découpé la Russie des pièces essentielles pour les raffineries dont ils avaient désespérément besoin. Universal Oil Products et ABB fournissaient autrefois des équipements aux raffineries russes, mais ont dû cesser en raison des sanctions. La cruelle ironie, c'est que ces raffineries russes ont été construites avec la technologie et l'expertise occidentale. Quand l'Ukraine les a bombardées, la Russie n'a pas pu obtenir de pièces pour les réparations. Les ingénieurs russes ont peiné des mois à obtenir du matériel, certaines installations prévoyant des réparations en plusieurs mois plutôt qu'en semaines, comme promis. Ils vendaient plus de pétrole brut à bas prix plutôt que des produits raffinés de valeur. Parallèlement, leurs exportations maritimes de diesel et gazole ont baissé de 6%, atteignant environ 31 millions de tonnes métriques en août. La Russie perdait de l'argent partout et la carte du commerce mondial a changé. La Russie, privée de ses clients européens à cause des sanctions, s'est tournée massivement vers l'Asie. La Chine et l'Inde sont devenus leurs plus grands acheteurs de pétrole brut, mais ce virage vers l'Asie a eu un coût énorme. Les producteurs russes ont dû offrir d'importantes réductions sur leur pétrole brut, simplement pour rester compétitifs. Ils misaient sur le volume, vendant plus de pétrole pour moins de profit par baril. Les raffineries chinoises ont récupéré au moins 15 cargaisons de pétrole russe, initialement prévues pour l'Inde, la demande indienne ayant d'abord baissé. Les pertes financières ont été dévastatrices. Rosneft a vu ses bénéfices chuter de 68% au premier semestre 2025 par rapport à 2024. Lukoil a chuté de 51%, Gazprom de 54%. Ces entreprises évoquent la surabondance mondiale, les sanctions et la volatilité des devises comme principales raisons. Mais la taxe sur les raffineries a tout empiré. Au deuxième trimestre 2025, les revenus d'exportation des combustibles fossiles russes ont chuté de 18%, atteignant leur niveau le plus bas depuis le début de l'invasion. Le plus fou, c'est que cela s'est produit alors que la Russie a exporté 8% de pétrole en plus qu'au premier trimestre 2025. Ils vendaient plus de pétrole, mais gagnaient moins à cause des gros rabais accordés. Ce décalage entre volume et revenus illustre l'impact grandissant des sanctions et comment la campagne de raffineries ukrainiennes a plongé la Russie dans une impasse. La fermeture de raffineries a accru l'exportation de brut, alors que Washington renforçait la pression pour limiter les achats de pétrole russe. L'Ukraine a placé la Russie dans une impasse perdant-perdant. Soit garder le pétrole et subir des pénuries avec des citoyens en colère, soit l'exporter à bas prix et voir les revenus chuter. Dans tous les cas, il y a moins d'argent qui circule pour financer la guerre, et c'est exactement ce que l'Ukraine voulait accomplir. Maintenant, pour vraiment comprendre pourquoi les attaques de raffineries de l'Ukraine ont été si dévastatrices, il faut comprendre l'histoire de la Russie avec les sanctions. Parce que la Russie est devenue le pays le plus sanctionné au monde, avec plus de 23 000 sanctions, imposées par des pays comme les États-Unis, la Suisse, le Canada et l'ensemble de l'Union européenne. C'est plus que les sanctions contre l'Iran, la Syrie, le Venezuela et la Corée du Nord. Même en additionnant les sanctions des 6 pays les plus sanctionnés après la Russie, celle-ci en a plus du double. Les sanctions ont débuté en 2014 lors de l'annexion de la Crimée par la Russie, et non du jour au lendemain. Les choses ont complètement dégénéré après leur invasion massive de l'Ukraine en février 2022. Depuis, les pays occidentaux ont adopté 18 séries de sanctions les plus récentes, en juillet 2025, imposant des restrictions inédites sur le commerce et le raffinage du pétrole. L'Union européenne a imposé 11 séries de sanctions, les dernières visant les biens à double usage, et a empêché leur contournement. Mais voici la mesure la plus importante. L'Union européenne a interdit l'importation de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers raffinés. Cette mesure a fait perdre à la Russie plus de 100 milliards de dollars d'exportation depuis fin 2022. Les pays occidentaux ont été intelligents dans la façon dont ils ont procédé. D'après la Fondation Carnegie, ces sanctions visaient une asphyxie progressive plutôt qu'un choc économique immédiat. Ils visaient à accumuler les effets pour entraîner une stagnation continue de la Russie, sans provoquer l'effondrement des marchés mondiaux. Et la façon dont cela a évolué a été dévastatrice. Entre 2014 et 2017, les sanctions touchaient les transferts de technologies et le financement de projets en Arctique, eaux profondes et schistes.
En 2022, les choses sont devenues sérieuses. Avec l'embargo pétrolier complet de l'Union européenne et le mécanisme de plafonnement des prix du G7 fixé à 60 $ le baril. En 2024, ils ont renforcé les sanctions sur les navires, l'assurance et le transfert de technologie. En 2025, ils ont sanctionné Nayara Energy, abaissé le plafond à 4 660 $ le baril et restreint l'exportation de logiciels. L'escalade de janvier 2025 a été majeure. Le Trésor américain a sanctionné 2 grands producteurs russes, Gazprom Neft et Serogutneft Gaz, ainsi que plus de 180 navires de la flotte Fantôme. Il s'agissait du paquet de sanctions le plus fort, ciblant directement les principales sources de revenus russes. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il verse 64 millions de $ par jour aux créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. Voilà pourquoi certaines vidéos avec moins de 1000 vues apparaissent sur votre page d'accueil. Bien sûr, cela ne signifie pas que chacun doit créer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est un peu le moment idéal. YouTube verse chaque jour des millions aux créateurs et met désormais davantage en avant les chaînes récentes et petites. Mais je suis sûr que vous avez beaucoup de questions sur la façon de commencer et de développer une chaîne. Nous recevons des questions par email tout le temps de la part de certains d'entre vous. Et c'est pourquoi nous avons décidé de rassembler tous nos conseils YouTube dans une seule vidéo YouTube, entièrement gratuite. Donc, si vous êtes quelqu'un qui souhaite lancer sa propre chaîne YouTube, vous pouvez regarder cette vidéo ici sur YouTube, en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui s'affiche à l'écran. Mais ce qui le rend brutal, ce sont les sanctions technologiques. Les raffineries russes dépendent massivement de la technologie occidentale pour produire des produits précieux comme le diesel et l'essence. En 2022, un expert a indiqué que jusqu'à 90% des vannes et pompes des raffineries russes proviennent de l'étranger. Plus important encore, le cerveau des installations, les systèmes de contrôle et microprocesseurs sont fabriqués à l'étranger et leur maintenance exige souvent des spécialistes étrangers. Cela a créé des dépendances critiques qui se retournent aujourd'hui durement contre la Russie. Leur équipement de fracturation hydraulique représentait environ 10% de la production pétrolière russe totale. Cela fait environ 50 à 55 millions de tonnes par an, et aucun équipement de remplacement n'est disponible à cause des sanctions. Les composants des colonnes de distillation sont essentiels au fonctionnement des raffineries, mais les unités fabriquées en Occident nécessitent des pièces spécialisées que les entreprises russes ne peuvent plus obtenir. Les raffineries modernes utilisent des logiciels et du matériel occidentaux pour optimiser leurs opérations et assurer la sécurité. La technologie des turbines, essentielle aux raffineries, a des capacités de réparation très limitées à cause des sanctions. L'incident à la raffinerie Lukoil North Sea en janvier 2024 l'illustre parfaitement. Après la panne d'une turbine essentielle, les ingénieurs russes, privés de pièces de rechange occidentales, ont dû faire tourner l'installation à capacité réduite. Pendant des mois, ce même schéma s'est répété dans plusieurs installations, créant un retard croissant dans la maintenance que les frappes de drones ukrainiens ont systématiquement exploité. Les sanctions logicielles de 2025 ont accentué l'isolement. Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont interdit l'exportation de logiciels sectoriels, dont ceux d'entreprises, industrielles et liés au pétrole et au gaz, vers la Russie. Cela a privé les entreprises énergétiques russes de mises à jour et de supports essentiels pour leur système. Cela compte énormément pour la stratégie de l'Ukraine. Cette dépendance technologique change un problème militaire temporaire en crise stratégique durable. Une frappe de drone sur une raffinerie provoque une fermeture de plusieurs mois, au lieu de quelques semaines de réparation. La Russie ne peut pas la réparer faute de pièces ou d'expertise. Les sanctions, limitant l'accès aux technologies et pièces occidentales, ralentissent et compliquent fortement les réparations. Les dirigeants ukrainiens ont vu cette opportunité et se sont tournés vers ce qu'ils appellent une approche délibérée et stratégique. Kiev juge très efficaces les attaques contre les infrastructures pétrolières russes. Des sanctions directes, évitant la réticence de certains alliés à des mesures plus strictes sur l'énergie russe. L'objectif central est de frapper directement l'économie de guerre et de saper la capacité de Poutine à financer la guerre. Cette stratégie utilise une asymétrie clé. La Russie, puissante militairement, est vulnérable en raison de sa vaste étendue sur 11 fuseaux horaires. Le Kremlin manque de systèmes de défense aérienne pour couvrir des milliers de cibles militaires et énergétiques sur une zone aussi vaste. L'Ukraine a réussi grâce au développement important de ses capacités à longue portée ces 3 dernières années et demie.
Ils ont conçu localement de nouveaux missiles de croisière longue portée, dont le Flamingo, atteignant plus de 3000 km avec une ogive puissante. Cette capacité croissante permet à l'Ukraine de causer d'importants dégâts économiques et de pousser le Kremlin à envisager des négociations de paix. Ce qui me sidère, c'est comment l'Ukraine a totalement changé sa stratégie de guerre, c'est incroyable. Une simple défense est devenue une guerre économique sophistiquée, frappant la Russie là où ça fait le plus mal. En 2022-2023, l'Ukraine utilisait surtout des drones chinois importés pour des opérations à courte portée. Avançons, jusqu'en 2024, ils ont mené 130 opérations de drones à longue portée, frappant 377 cibles à l'intérieur de la Russie, y compris des bases aériennes et des installations énergétiques. Mais en 2025, les choses sont devenues complètement folles. L'Ukraine fabrique désormais 4 millions de drones par an, dont les missiles de croisière Flamingo avancés avec de grandes ogives de 1150 kg. Le sommet des capacités de l'Ukraine s'est manifesté lors de l'opération Toile d'araignée, en juin 2025. En utilisant seulement 117 petits drones First-Person View lancés depuis l'intérieur du territoire russe, l'Ukraine a endommagé 41 avions sur 4 bases aériennes. Ils ont éliminé environ 34% de toute la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie. L'opération a coûté bien moins que l'usage de moyens militaires classiques, pour des résultats similaires nécessitant d'importantes campagnes aériennes. Il n'est pas besoin d'être expert militaire pour comprendre combien cela a dû être dévastateur. Brave One a octroyé plus de 470 subventions à des projets de drones et de technologies de défense, soutenant désormais plus de 1500 entreprises technologiques ukrainiennes dédiées aux systèmes sans pilote. Les analystes de la défense parlent de neutralisation stratégique, utiliser peu de ressources pour infliger de lourds coups à un adversaire bien plus fort. L'Ukraine a compris qu'elle n'avait pas besoin d'égaler la Russie char pour char ou avion pour avion. Il suffisait simplement de frapper les bonnes cibles au bon moment. Ce qui est fascinant, c'est la réaction des marchés mondiaux du pétrole à ce chaos. En août 2025, on pourrait penser qu'avec 17% de la capacité de raffinage russe hors service, les prix du pétrole exploseraient, non? Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Brent s'est négocié en moyenne entre 64 et 65 $ le baril en août. En fait, en dessous des prévisions d'avant-crise qui tablaient sur 70 à 75 $ le baril. Le brut russe Oural s'est échangé entre 47 et 55 $ le baril maintenant, ainsi des décotes de 3 à 12 $ par rapport aux indices internationaux. Cela soulève donc la question, pourquoi les prix du pétrole n'ont-ils pas flambé? L'Organisation des pays exportateurs de pétrole plus fait face à la surproduction, tandis que les grands consommateurs libéraient leurs réserves stratégiques. Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté, tandis que les marchés européens sont restés stables grâce à des sources d'approvisionnement variées. C'est là que la flotte fantôme de la Russie devient vraiment intéressante. D'ici 2025, 800 à 1400 navires transporteront la plupart du pétrole brut redirigé vers l'Asie. Cependant, le système coûtait beaucoup plus cher, les primes d'assurance et de logistique réduisant les marges et obligeant à y accorder de plus fortes remises sur le brut russe. Les raffineries chinoises ont rapidement sécurisé au moins 15 cargaisons de pétrole russe, initialement prévues pour l'Inde, après l'imposition de droits de douane américains sur ce pétrole. Cela montre comment les sanctions ne font souvent que remodeler les schémas commerciaux, plutôt que de les éliminer complètement. Les acheteurs attentifs ont vite profité des opportunités d'arbitrage. Les perspectives du secteur pétrolier russe indiquent des changements structurels croissants. Oxford Economics prévoit l'application du plafonnement des prix de l'Union européenne. Le brut russe Oural pourrait atteindre 476 $ le baril au T3 2025, tandis que le Brent atteindrait environ 80 $ en 2026. Cela nuirait fortement aux finances russes, car leur budget 2025 table sur un baril exporté à 70 $. La crise de août 2025 a également révélé des mécanismes sophistiqués d'arbitrage énergétique. L'Inde est désormais le principal importateur maritime de brut russe, avec 15 à 17 millions de barils traités chaque jour. Cela couvre 40% de leur demande en pétrole, créant des vulnérabilités exploitées par la campagne ukrainienne. L'administration Trump a exercé une forte pression sur l'Inde en imposant des droits de douane de 50% sur les importations américaines, précisément pour forcer New Delhi à réduire ses achats de 15 millions de barils par jour de pétrole russe. Cela a aussitôt ouvert des opportunités de marché aux raffineurs chinois. Voici le dilemme. L'économie est trop avantageuse pour être ignorée. L'Inde a économisé environ
126 à 17 milliards de dollars sur 39 mois grâce à l'achat de brut russe à prix réduit, avec des prix d'arrivée en moyenne de 230 à 13 dollars inférieurs par baril par rapport aux autres sources d'approvisionnement. Ces économies offrent de grands avantages fiscaux que New Delhi a refusé d'abandonner malgré la pression diplomatique. Ce que l'Ukraine a accompli est remarquable. Ils ont pris une situation où ils étaient largement surpassés en armement et en demande, et ils l'ont transformée en avantage stratégique. En alliant innovation technologique, précision tactique et connaissance des faiblesses économiques russes, ils ont inventé un nouveau modèle de guerre asymétrique. Cela oblige l'une des plus grandes armées du monde à réagir en permanence plutôt qu'à agir. La campagne de la raffinerie montre que les conflits modernes concernent désormais les chaînes d'approvisionnement, les dépendances technologiques et les pressions économiques, plus que le territoire ou la puissance militaire. C'est l'ère d'une nouvelle forme de guerre, où une force plus petite et plus agile peut imposer des coups disproportionnés à un adversaire plus grand, en ciblant les bonnes vulnérabilités au bon moment. Les effets persistent sur les marchés mondiaux de l'énergie, les échanges commerciaux et les stratégies militaires mondiales. Seul le temps dira comment évoluera cette guerre.